Ouvrons ce journal avec les titres. Le prophète Oli David, fondateur du MITG, ministère international Temple de la Grâce, a organisé un séminaire du 15 au 18 décembre 2016. La fondation Cœur et Cœur a encore fait parler son cœur pour le bien-être de la population. En Afrique, les tirailleurs sénégalais bientôt naturalisés français. À l'international, à Paris, plus de 200 commerces ouverts aux sans-abri. Terminons avec le sport JO 2008 lutte, Yannick Suizipagnac, bronze 8 ans après. Bienvenue à tous sur Béni TV. Ouvrons ce journal avec l'actualité religieuse. Le prophète Oli David, fondateur du MITG, ministère international Temple de la Grâce, a organisé un séminaire du 15 au 18 décembre 2016 au siège du dit ministère dans la commune de Yopougon. Revenons sur l'apothéose qui s'est tenue le dimanche 18 décembre. Le prophète Oli David, président fondateur du MITG, ministère international Temple de la Grâce, a organisé un séminaire d'enseignement dénommé Atmosphère de miracle. Un programme de grande envergure permettant la restauration des vies. Cet homme de Dieu, qui est toujours acquis à la cause de l'évangile, a pour leitmotiv la délivrance et les miracles. À cet effet, du 15 au 18 décembre 2016, au siège du dit ministère, dans la commune de Yopougon, ce séminaire a fait du bien aux participants. Et ce particulièrement l'apothéose qui était ce dimanche 18 décembre en présence de plusieurs fidèles. Ce moment a été aussi marqué par des temps de témoignages pour des personnes qui ont été restaurées pendant ce séminaire. Une occasion très bien choisie par le prophète Oli David pour situer l'objectif de ce grand programme. Et au cours de vraiment ce séminaire, l'Esprit de Dieu m'a inspiré des sous-thèmes. Nous avons vu au premier jour, c'était le jeudi 15. Le premier jour, le sous-thème était le réveil, le champion qui dort en toi. Et vraiment, après ça, encore le vendredi et le samedi et le dimanche, nous avons vu encore d'autres thèmes tels que laisse tes ennemis participer à ta gloire. Et vraiment, au cours de ce séminaire, l'Esprit de Dieu s'est manifesté puissamment. Il y a eu beaucoup de témoignages. Les malades ont été guéris, complètement restaurés. Les vies ont été transformées. Et surtout, la bonne nouvelle, c'est que l'enseignement était vraiment au top niveau. L'enseignement a vraiment été aimé par vraiment le peuple de Dieu, qui était vraiment très très content d'entendre les mystères, les révélations de la parole du Saint-Esprit. Un moment où le peuple de Dieu a été béni. Ce sont des fidèles encouragés et grandement bénis qui sont retournés chez eux. La fondation Cœur et Cœur a encore fait parler son cœur pour le bien-être de la population. Un geste qui vient encore s'ajouter à la très longue liste des actions déjà posées par cette organisation. Reportage. La Fondation Cœur et Cœur a organisé le mercredi 21 décembre 2016 un arbre de Noël en faveur de la petite enfance malade au centre socio-éducatif de la commune de Cocody. Pendant cette cérémonie, des kits alimentaires et des vêtements ont été distribués aux enfants malades. M. Asamoah Raphaël, directeur de l'établissement, s'est félicité du choix de ce centre. Quant au Dr Aluko, sous-directeur des affaires sanitaires et sociales de la commune de Cocody, représentant pour la circonstance, le maire Ongwa Akamatias a indiqué que Noël était un moment de gaieté. La dernière fois, le 1er novembre, là, ils ont donné plein de cadeaux aux nouveau-nés. Et vraiment, c'était pour le bonheur de nos enfants et puis pour la commune de Cocody. Aujourd'hui encore, voilà qu'ils réitèrent en donnant des cadeaux à tous ces jeunes enfants. Une quarantaine, mais je vois qu'ils sont plus de 40, il y a une centaine d'enfants là. Et malgré ça, ils ont prévu pour tout le monde. Et vraiment, ce n'est qu'un bonheur pour nous tous. Voilà, c'est tout ce qu'on veut. Vous remercierez Mme Marietta Kassi, qui est votre présidente, ainsi que son mari qui l'aide aussi. À la suite du Dr Aluko, M. Vo Saï, secrétaire général de la Fondation, s'est adressé aux participants. Effectivement, la vie souvent fait rencontrer des épreuves difficiles. Et il n'est pas facile. Et c'est pourquoi en cette fin d'année, pour ces parents qui traversent des moments difficiles en fonction de situation sociale, on a voulu les soulager en leur donnant des vivres, en donnant aussi des cadeaux comme vous pouvez le voir derrière, donnant des cadeaux à ces enfants afin qu'ils puissent apprécier la charité et le partage. Parce qu'effectivement, une des plus grandes valeurs que nous devons avoir, c'est le partage.
Une action bien menée et bien coordonnée pour mettre de la joie au cœur de ses enfants pour la gloire du Tout-Puissant. Le ministère évangélique de la réconciliation ERFA de Yopougon, dirigé par la prophétesse Simone, a mis de la joie dans le cœur des tout-petits à l'occasion de la fête de Noël. Une très belle cérémonie marquée par la présence du révérend Adjoumani, l'orateur principal. Les fidèles du MERFA, ministère évangélique de la réconciliation, foi et action, étaient en attraction le vendredi 23 décembre 2016 dans la commune de Yopougon. Un beau rassemblement qui marquait une belle fête en l'honneur des tout-petits du dit ministère. Une belle initiative de la prophétesse Maman Simone, présidente fondatrice du MERFA, qui a fait parler son cœur. Une cérémonie marquée par la présence de nombreux fidèles, des tout-petits et aussi des serviteurs de Dieu. Le révérend Adjoumani a profité de cette belle occasion pour nourrir spirituellement le peuple. Je ne sais pas de quoi est-ce que tu as peur ce soir. Qu'est-ce qui te fait dans ta vie? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Enfin, tu as envie de faire que tu ne peux pas faire. Parce que tu ne sens pas une force d'habiter. La Bible dit, Dieu nous a suscité un puissant sauveur. La prophétesse Maman Simone, présidente fondatrice du MERFA, n'est pas restée indifférente à cette belle cérémonie. Ce jour est un jour béni pour moi. Et le remerciement que je peux faire, c'est de dire merci à Dieu d'avoir disposé tout chose pour sa gloire. Pour mon père spirituel qui est là, pour ma soeur Estelle, mon ami Modèle, pasteur, et vraiment pour le prophète David qui est là, qui a été soutenu avec pour moi, et tout le conseil. Un mot de la marraine qui n'a ménagé aucun moyen pour rendre le tout petit heureux. Chers enfants, chers parents, papa Adjoumani, maman Esther, tout le conseiller de l'église, le prophète, moi je vous dis merci. Merci parce qu'on ne peut pas faire une fête toute seule. Et vous avez honoré vraiment. Elle vous a invité, vous êtes venus. Donc franchement, je vous remercie. Après ces différentes articulations, le Père Noël, moment très attendu par les tout-petits, est venu pour la distribution des cadeaux. Et c'est dans cette très belle ambiance que cette belle cérémonie a pris fin pour la gloire du Tout-Puissant. En Afrique de la boue d'Indochine, aux nuits froides du Djebel algérien, Yoro Diao, 88 ans, s'est battu sous le drapeau bleu-blanc-rouge. 50 ans après, cet ancien tirailleur sénégalais recevra bientôt la nationalité française. Il a précieusement sauvegardé certains documents d'époque. À 88 ans, Yoro conserve un souvenir intact de ses années passées dans les rangs de l'armée française. Il garde en mémoire la bataille du Tonkin, la plus difficile de sa carrière militaire. C'était la guérilla. C'était pas une guerre frontale. Si vous avez l'ennemi devant vous, vous pouvez vous défendre, savoir. Mais là-bas, c'est une guérilla. Alors, une guérilla, ils utilisaient tous les moyens. J'ai perdu beaucoup de camarades en Indochine. Beaucoup de Français, Européens, qu'Africains. Ancien du 24e RTS, régiment des tirailleurs sénégalais, il a combattu en Indochine puis en Algérie. Depuis toutes ces années, Yoro perçoit bien sa pension d'ancien combattant. Mais il n'a jamais pu obtenir la nationalité française. Une revendication qu'il partage avec un groupe de tirailleurs sénégalais qui vivent dans ce foyer en Seine-Saint-Denis. Tous ont le sentiment d'avoir été délaissés par l'État français. Quand on était recruté dans l'armée française, on nous considérait comme des Français. Mais quand on a quitté l'armée française, on est Sénégalais. Une situation qui a touché Aïssata Seck, elle-même petite fille d'un tirailleur sénégalais. Élue socialiste à Bondy, en charge des anciens combattants, elle s'est impliquée pour les soutenir dans leur démarche. Monter les dossiers, c'est ce qu'il y a de plus long parce que quand ils reçoivent le dossier avec les demandes de pièces à fournir, eux doivent soit retourner au Sénégal, soit voir avec leur famille au Sénégal pour voir dans quelle mesure ils peuvent récupérer un certain nombre de documents. Le plus difficile, c'est l'acte de naissance des parents ou des grands-parents. Ça, c'est juste impossible à avoir, sachant qu'à l'époque de naissance de leurs parents, donc je parle bien des parents des tirailleurs sénégalais, il n'y avait pas de registre. Sans résultat, l'élu est passé à la vitesse supérieure. Elle a lancé une pétition qui a recueilli plus de 60 000 signatures. En réponse, elle a finalement reçu une lettre du chef de l'État.
C'est forcément l'aboutissement de l'action et surtout c'est un écrit, c'est un papier officiel, donc on ne peut pas revenir en arrière. Même si cette reconnaissance arrive un peu tard, les tirailleurs sénégalais n'en retiennent que le positif. Le sentiment, c'est d'avoir ce que nos anciens n'ont pas eu. Le 14 n'ont pas eu, ils l'ont cherché, pourtant ils ont demandé. Ceux de 39-45 n'ont pas pu l'avoir. Et si ça tombe, nous sommes la troisième génération, l'Indochine et l'Algérie. Nous sommes vraiment satisfaits. Cette procédure de naturalisation devrait concerner quelques centaines de vétérans encore vivants. Présentée comme le plus grand de ce type en Afrique de l'Est, la centrale solaire de Soroti, implantée dans l'Est de l'Ouganda, a été inaugurée ce lundi. D'une capacité de 10 MWh, elle doit approvisionner en électricité 40 000 foyers. 3300 m² de panneaux solaires dans l'est de l'Ouganda. Cette centrale a été développée par des investisseurs en énergie basés à Dubaï et en France et elle est en partie financée par l'Union européenne. Son coût, 19 millions de dollars. Un apport bienvenu dans un pays où seul 20% de la population a accès à l'électricité. On a ici un projet donc, de 10 MW qui peut alimenter environ 40 000 foyers ou petits business ou écoles. Dans la ville voisine de Soroti, les coupures de courant sont hebdomadaires et les commerçants en sont les premières victimes. Quand il y a malheureusement une coupure de plus de 6 heures, nous savons que nous avons perdu gros. Parce que les produits périssables ne peuvent pas rester en dehors du frigo pendant longtemps, comme la viande par exemple, ou les saucisses, ou même les glaces. Quand elles fondent, c'est une perte directe. Kenneth Evans est propriétaire d'un magasin de DVD. Quand il n'y a plus d'électricité, il utilise des batteries. Il espère que l'inauguration de la nouvelle centrale, la plus grande de la région, changera son quotidien. L'approvisionnement en électricité dans le pays, à l'échelle nationale, n'est pas suffisant. Si cette nouvelle centrale solaire a été créée, je dirais que c'est pour augmenter la production d'électricité actuelle. Ça va être d'une grande aide. Cela va aider à couvrir les lacunes et les pannes d'électricité fréquentes. À la nuit tombée, à Soroti, la plupart des rues restent plongées dans l'obscurité. Mais une lueur d'espoir est là. L'objectif du gouvernement est de relier l'ensemble du pays dans les 10 à 15 prochaines années. À Lagos, plusieurs enfants rêvent de jouer au Barça. C'est le cas du petit Yakou, âgé de 12 ans. Il vient d'intégrer la toute nouvelle académie du FC Barcelone de la capitale nigériane et veut déjà montrer tous ses talents. C'est une première en Afrique subsaharienne. Le FC Barcelone ouvre une académie de football à Lagos, au Nigeria. Calquée sur les standards du club catalan, l'école accueille 400 footballeurs en herbe pour sa première saison. Dans un pays où les centres de formation ne sont pas nombreux, le FC Barcelone est bien décidé à élever le niveau de jeu du Nigeria avec sa nouvelle pépinière. Ça va être une révolution pour les joueurs nigérians et le football au Nigeria. Et le championnat local va aussi en profiter, parce que nous avons des entraîneurs qui sont formés et ils vont ensuite entrer sur le marché. Et nous avons aussi tous ces jeunes qui vont jouer ici et en Afrique de l'Ouest. Avec ses 20 millions d'habitants, Lagos représente un potentiel vivier où le FC Barcelone compte trouver le Lionel Messi de demain. Bernabia supervisera les entraînements avec l'intention de changer les pratiques. Les entraînements et la façon de penser le football sont très différentes. Mais nous voulons introduire notre vision et notre manière de s'entraîner. Sur le terrain, cette nouvelle école donne de l'espoir à la jeunesse. Bien que le championnat anglais soit beaucoup plus populaire que la Ligue espagnole, les apprentis footballeurs accueillent chaleureusement le géant catalan. Je supporte Arsenal, mais on doit tous commencer quelque part. Tu ne peux pas choisir ton équipe à mon âge. Il faut prendre ce que l'on nous offre. Je suis content parce que les autres footballeurs vont voir que les Nigérians ont du talent et que l'on peut faire mieux que les autres. Mais le FC Barcelone n'est pas le seul club à lorgner sur le Nigeria. Le Paris Saint-Germain a signé des accords commerciaux avec plusieurs marques locales pour promouvoir l'image du club et peut-être recruter les champions de demain. Débutons l'actualité internationale à Paris. Recharger son téléphone, réchauffer un plat, boire un café, des gestes habituels mais pas évidents pour beaucoup des sans-abri. Plus de 200 commerçants membres du réseau Le Carillon acceptent de leur rendre ce service. Place du Colonel Fabien à Paris, un lieu souvent fréquenté par des sans-abri.
Juliette a repéré l'un d'eux. Elle vient lui présenter son association. Je sais pas si tu connais le Carillon ou pas du tout, non? C'est un réseau de commerçants solidaires et d'habitants solidaires qui luttent contre l'exclusion des personnes à la rue. Et si ça t'intéresse, je peux avoir des bons pour des boissons chaudes, ou des sandwichs, des repas. Un bon pour une boisson chaude, mais aussi la possibilité de recharger son téléphone, réchauffer un plat, aller aux toilettes, remplir une bouteille d'eau ou tout simplement discuter. Cette pâtisserie portugaise fait partie du réseau depuis peu. Pour se signaler, un petit autocollant est collé sur sa vitrine avec les services mis à disposition. C'est un échange qu'on donnait déjà, mais là du coup c'est encore mieux. Parce qu'eux ils sont au courant, ils viennent avec leurs petits bons et c'est plus naturel pour eux. Pour les toilettes c'est déjà difficile. Moi je me suis fait rembarrer plusieurs fois par des commerçants. Horrible quoi. Le Carillon a vu le jour en novembre 2015 dans le 11e arrondissement. Aujourd'hui, le réseau s'est étendu à la moitié de la capitale avec plus de 200 commerçants impliqués. Pharmacie, bijoutiers, poissonniers, opticiens, salons de coiffure et bien sûr les cafés et restaurants comme celui-ci, premier à avoir adhéré dans le 10e arrondissement. Au départ, c'était un commerçant sur 10 qui acceptait d'entrer dans le réseau. Donc ça fait quand même 9 sur 10 qui refusent. Aujourd'hui, c'est plutôt 1 sur 4 parce qu'il y a des choses qui rassurent. Et le pari, c'est de leur dire, non, accueillir des sans-abri chez vous, ça ne va pas vous faire perdre des clients, voire même au contraire, ça va peut-être vous en faire gagner. Le jour où je pense que le pari sera gagné, c'est la personne, elle rentre, on s'appelle par nos prénoms et elle n'a aucune hésitation à rentrer, même s'il y a du monde, des fois on est gêné, voilà, c'est l'objectif. Créer du lien social, c'est aussi l'organisation chaque mois d'un événement où les sans-abri, les bénévoles de l'association, les commerçants et les riverains se rencontrent. Ça permet de casser le cliché de sans-abri et avec abri, et vraiment de rester ensemble et de donc casser les a priori. Un an après sa création, la mélodie du Carillon commence à séduire hors de Paris. Lille, Nantes, Lyon et Marseille vont s'y mettre à partir de mars. Et à l'étranger, plus de 150 municipalités, dont Seattle, Sao Paulo ou Munich, veulent elles aussi faire sonner les cloches. Peu de gens ont ressenti les conséquences du vote britannique pour sortir de l'Union européenne avec autant d'intensité que les commerçants de Dundalk, une petite ville irlandaise de 37 000 habitants située à la frontière avec l'Irlande du Nord. Suivez cet élément. On dirait des billets de Monopoly. Ces coupons spéciaux ne sont valables qu'à Dundalk, à la frontière irlandaise avec l'Irlande du Nord. L'objectif ? Favoriser le commerce local face à la concurrence frontalière qui bénéficie d'une livre sterling faible depuis le référendum sur le Brexit. Particulièrement depuis Noël, mais le reste de l'année aussi, nous avons beaucoup de transactions avec ces bons d'achat. Je crois que les entreprises veulent payer les primes à leurs employés avec, donc nous allons en bénéficier. L'initiative de la Chambre de commerce autorise les entreprises locales à donner à leurs employés jusqu'à 500 € de coupons, exempts d'impôts. Plus de 200 magasins les acceptent. Mais avec une livre à 10% plus faible qu'avant le référendum du 23 juin, les meilleures affaires sont encore de l'autre côté de la frontière. Je choisis de faire mes achats ici dans la mesure du possible. Mais on constate que beaucoup de gens font leurs achats à Newry en Irlande du Nord. En ville, on voit bien qu'il y a moins de monde. Je fais mes achats de Noël chez Smith à Newry ou sur Amazon Royaume-Uni car la livre est plus avantageuse. Au final, les gens achètent ce qui est moins cher. Vous pouvez toujours dire que l'économie va être affectée, mais il faut d'abord penser à son portefeuille. Selon plusieurs études, plus d'une personne sur deux compte faire ses achats de Noël en Irlande du Nord. Et ces 6 derniers mois, le trafic routier frontalier aurait augmenté de près d'un tiers les samedis matins. Mais les autorités locales ne souhaitent pas pour autant fermer la frontière. Je me rappelle bien quand il y avait une frontière physique. Il y avait des postes de contrôle et des embouteillages monstres dans les deux sens. Il y a en ce moment 30 000 personnes qui traversent la frontière dans les deux sens pour aller travailler. Si quoi que ce soit arrivait, ça aurait un impact énorme ici. Le Royaume-Uni et l'Irlande affirment tous deux vouloir garder la frontière ouverte. Mais le processus de divorce avec l'Union européenne n'est toujours pas enclenché.
Et les négociations pourraient encore se durcir. Ils n'ont souvent pas d'électricité et encore moins de tracteurs, mais les paysans birmans ont accès à une nouvelle technologie de pointe, l'impression à la 3D qui permet de concevoir des outils sur mesure. Entre les catastrophes naturelles fréquentes et la vétusté du matériel, les paysans birmans ont la vie dure. Mais une entreprise sociale collabore avec eux pour moderniser leurs équipements grâce à une innovation technologique, l'imprimante 3D. Nous voulons créer des objets qui plaisent aux agriculteurs. Nous voulons que les gens, quand ils ouvrent le paquet, se disent « Quelqu'un a mis un peu de réflexion dans ce produit grâce à mon expérience ». L'imprimante a déjà été utilisée pour concevoir les pièces d'un système d'arrosage automatique et celle d'une pompe solaire. La création de prototypes en plastique permet de perfectionner les plans pour des pièces complexes. Elles sont ensuite envoyées dans des usines à l'étranger pour être produites en masse. Avant, ça pouvait prendre des semaines, voire des mois. Parfois, il faut trouver un moule, trouver le bon fabricant de plastique, et c'est très cher. Aujourd'hui, avec l'imprimante 3D, ça peut être fait très rapidement et à moindre coût. Et dans les champs, les résultats sont là. Le système d'arrosage conçu par Proximity Design est efficace et vendu à un prix abordable pour les paysans. Ce producteur de feuilles de bétel a pu réduire de moitié le temps passé à arroser. On a également réduit nos coûts par 2. Avant, on devait embaucher d'autres travailleurs. Les applications de l'imprimante 3D pourraient être encore nombreuses ici. Après 50 ans d'isolation du pays pendant l'ancienne junte militaire, les paysans birmans ont encore beaucoup de retard à rattraper. Pour des raisons économiques, de plus en plus de productions internationales délocalisent le tournage de leurs films à Hongrie. En 10 ans, la Hongrie est devenue la plus importante plateforme de tournage de films européens. Reportage suivi. Une rue de Budapest transformée en décor de cinéma. La scène est familière pour les habitants de la ville. Chaque année, plus de 250 films internationaux sont tournés en Hongrie. Ce réalisateur est hongrois, tout comme l'équipe technique. Un motif de satisfaction pour ce célèbre réalisateur déjà primé au Festival de Cannes. En tant que réalisateur, je suis très fier de ma ville. Je suis très fier des gens qui travaillent avec moi. Nous sommes au meilleur niveau pour servir les films du monde entier. Ceux d'Hollywood, mais aussi de n'importe quel autre pays, comme la Scandinavie, etc. Une main-d'œuvre qualifiée et bon marché, mais aussi un système d'abattement fiscal très compétitif en Europe. 25% des coûts de production dépensés dans le pays bénéficient d'un crédit d'impôt cinéma et sont remboursés par l'État hongrois aux producteurs étrangers. Avec près de 180 millions d'euros dépensés par les productions internationales en 2014, le secteur cinématographique pèse de plus en plus lourd dans l'économie hongroise. Ce secteur est très important pour l'économie hongroise, car le montant de sa contribution au PIB est de 0,15%, ce qui est le ratio le plus élevé en Europe. Cette contribution de l'industrie du film au PIB est vraiment fantastique, car elle apporte de l'argent et du travail dans le pays. Au studio Korda, un des plus grands et des plus modernes d'Europe, l'activité tourne à plein régime. C'est ici qu'ont été tournées des superproductions hollywoodiennes comme Hellboy, Inferno avec Tom Hanks ou Seul sur Mars de Ridley Scott. Ces 2 dernières années, depuis que les incitations fiscales ont augmenté, tout marche bien. Pas seulement au studio Korda, mais cela profite à toute la Hongrie, qui regorge de tournages. Budapest est ainsi devenue la seconde plateforme de production cinématographique derrière Londres. Et cette année, au studio, nous sommes à 75% de capacité. La bonne santé du secteur profite aussi au cinéma national. Les films des réalisateurs hongrois s'exportent de plus en plus. Le fils de Saul, du jeune Laszlo Nemes, a remporté le Grand Prix du jury au Festival de Cannes et l'Oscar du meilleur film étranger en 2015. En Russie, Igor Gavar, un photographe, a décidé de changer la donne en improvisant des personnes du 3e âge mannequin de son site web dénommé Oldushka, spécialement dédié aux personnes retraitées. Regardez. Igor est un chasseur, sa proie, le 3e âge. Dans le centre-ville de Moscou, ce photographe est constamment à l'affût de nouveaux visages pour son site web dédié à la beauté des personnes âgées. D'abord, je regarde le visage. Il doit être charismatique et intéressant. Il doit contenir quelque chose que la personne a reçu en héritage de ses parents ou de la nature. Et aussi une autre chose, la beauté qu'il ou elle a réussi à maintenir tout au long de sa vie.
Au hasard des rencontres, Igor remplit son catalogue. À l'intérieur, déjà plus d'une dizaine de retraités devenus mannequins. Olga a été la première à taper dans l'œil d'Igor. Avant la retraite, cette passionnée de la vie sauvage participait à des expéditions scientifiques aux quatre coins de la Russie. Aujourd'hui, elle prend la pose pour des magazines de mode. Au début, je me suis dit, mais comment je vais faire ça? Je suis une dame de 70 ans. Mais ensuite, on vous habille, on vous maquille, et au final, c'est très beau. Et de plus, il y a quelque chose à l'intérieur de moi que je veux donner aux gens. Une séance photo professionnelle, c'est aussi un revenu supplémentaire non négligeable dans un pays où la retraite mensuelle moyenne s'élève à environ 200 €. En Russie, près d'un quart de la population a dépassé l'âge de la retraite. Quand les enfants et les adolescents verront des personnes âgées sur les couvertures des magazines, ils ne seront plus effrayés par la vieillesse. Ils respecteront davantage leurs parents et comprendront qu'être âgé, c'est beau. En refusant de se dédier exclusivement à leurs petits-enfants, Olga et les autres mannequins d'Igor bousculent les codes de la société russe traditionnelle. Ils espèrent désormais que leur exemple sera suivi, toutes générations confondues. Terminons ce journal avec un mot de sport. 8 ans plus tard, c'est en 2016 que Yannick Soazipagnac vient d'obtenir la médaille de bronze des JO 2008 en lutte gréco-romaine chez les moins de 120 kg après la disqualification du Russe Kassan Barov. C'est un rêve qui devient réalité 8 ans plus tard. Le lutteur français Yannick Zepagnac va récupérer la médaille de bronze des JO 2008 à Pékin après la disqualification pour dopage d'un adversaire russe. Ce qui arrive, c'est quelque chose que je n'attendais absolument pas et que j'attendais plus. J'avais fait le deuil de cette compétition et de ma carrière. Une première médaille olympique pour la France en lutte gréco-romaine, moins de 120 kg. Rendue possible grâce au rapport McLaren qui a révélé un gigantesque scandale de dopage d'État en Russie. Lutteur retraité depuis 2012, Yannick Zepagnac, 36 ans, travaille à la cohésion sociale du Val-de-Marne. Il est aussi entraîneur de l'équipe de France junior de gréco-romaine. Son souhait, grâce à sa nouvelle médaille, un poste à la Fédération française de lutte. Sans podium, 8 ans plus tard, la reconnaissance a quand même un goût un peu amer. Autant on peut faire un reclassement 8 ans après, autant les moments je ne les revivrai pas. Ce que j'ai pas eu à cette époque, je le récupérerai pas. Je peux que me projeter vers l'avant. Honnêtement, ça ne sert à rien de nourrir cette médaille de regret. Plusieurs fois champion de France, Yannick Zepagnac rejoint au palmarès des Jeux 2008 les frères Guénaud, Christophe et Steve. Une consécration internationale, enfin. Il le mérite amplement, surtout que lui, toute sa carrière, il avait fait 5 aux Jeux, 5e aux Europes, 5e aux Mondiaux. Il n'a jamais eu de médaille internationale. Reste aujourd'hui à recevoir cette médaille. La date n'est pas encore fixée, pourquoi pas lors des Mondiaux 2017 à Paris. En attendant, il devrait bientôt toucher la prime de 13 000 € remise par la France à tout médaillé de bronze au JO. Fin de ce journal, il a été préparé par l'ensemble de la rédaction et nous vous souhaitons une excellente suite de programmes sur Béni TV. À bientôt.